Bienvenue dans le monde d'après. Si vous vous baladez de temps en temps sur les réseaux sociaux, vous avez dû tomber une ou deux fois sur les craintes des cinéphiles à propos de l'époque que nous vivons. Les salles de cinéma survivront-elles à l'après-Covid, à la montée en puissance constante des plateformes VOD ? Les films dits d'auteur ou au moins les propositions de cinéma intéressantes ou maîtrisées finiront-elles par déserter complètement les grands écrans, remplacés par les super-héros et autres divertissements Disney pour la plupart fades ? Je n'ai pas la réponse à ces questions, ma boule de cristal me permettant malheureusement uniquement de révéler les futurs chiffres du loto. Mais ce que je sais, c'est qu'en ce moment, un blockbuster d'action sort un petit peu partout dans le monde, et qu'il en a dans le ventre. Alors certes, ce n'est pas la seule grosse production un petit peu intéressante à être sortie ces derniers temps, encore heureux, ni la dernière non plus, certainement pas, mais en de nombreux points, celle-ci se présente comme une sorte d'anti-Marvel. Et en plus, elle est suffisamment sombre, suffisamment violente et brutale pour avoir sa place sur ma chaîne YouTube. Mais en même temps, il s'agit du dernier bébé de Robert Eggers. Comment aurait-il pu en être autrement ? Bref, trêve de bavardage. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à The Northman. Après ses deux premiers longs métrages et le succès critique qu'on leur connaît, The Witch puis The Lighthouse, Robert Eggers rencontre le comédien Alexander Skarsgård qui lui avoue qu'il adorerait jouer dans un film de viking, que c'est son plus grand rêve. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, dans l'esprit d'Eggers, l'image du viking a plutôt évolué avec le temps. Au départ rebuté par les terribles clichés véhiculés autour du concept de ces guerriers scandinaves et leur côté macho dans la culture populaire, il changera d'avis en se renseignant un petit peu plus, que ce soit en lisant les sagas qui l'ont fasciné ou en découvrant leur art et leur mythologie. Il découvrit alors l'histoire originale du prince Hamlet, qui inspira bien entendu le Hamlet de Shakespeare et qui fut à l'origine couché par écrit par le moine danois Saxo Grammaticus, alors qu'elle était autrefois contée oralement de génération en génération. Et au cas où ni l'histoire originale ni sa version shakespearienne ne vous disent quoi que ce soit, elle fut adaptée de moult fois, et notamment par Disney avec le plus célèbre des lions. Eggers aimait cette histoire de vengeance, qui parlait à tout le monde, non seulement parce que la plupart des gens connaissaient déjà les grandes lignes, mais également parce qu'elle met en avant des concepts universels. Le fils qui souhaite venger la mort de son père en tuant l'oncle coupable, parti avec la mère. Une dynamique familiale que nous qualifierons de particulière, mais également une histoire d'amour, synonyme d'espoir pour celui dont le cœur n'est empli que de vengeance. Et là, les plus cyniques d'entre vous se demanderont peut-être, mais quel est donc l'intérêt de réadapter une nouvelle fois une histoire qui nous a déjà été racontée à de si nombreuses reprises ? Il y a bien entendu de nombreuses réponses à apporter, dont certaines qui me paraissent pour le moins évidentes, et nous reviendrons sur quelques-unes d'entre elles durant toute cette vidéo. Cette histoire est avant tout un prétexte pour Eggers pour montrer les aventures d'un viking sur grand écran, ce qui, finalement, n'est pas si courant que ça, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Et pour le coup, avec cette histoire que les spectateurs connaîtraient déjà plus ou moins, il pourrait se concentrer sur ce que lui avait envie de raconter, de montrer. Bon, à tout cela, il fallait ajouter les attentes des producteurs, une nouveauté pour lui. Car cette fois, loin des petits et moyens budgets dont il avait disposé jusqu'ici, c'est de 90 millions de dollars dont il dispose. Et il a l'obligation de proposer un minimum de spectacle, un tout petit peu d'action, de donner au public les scènes épiques qu'il viendra en partie chercher. Qu'à cela ne tienne, il est prêt à le faire. Et en plus, une fois son scénario terminé, il se verra accorder toute la confiance des producteurs, ce qui leur permettra, à son équipe et à lui, de réaliser le long métrage qu'ils avaient tous en tête. Déjà, rien que là, vous constaterez que nous sommes bien loin des Yes Man et autres réalisateurs moyens, pour ne pas dire médiocres, à qui l'on confie les rênes de la majorité des productions de Disney ou blockbusters similaires. Nous sommes bien loin de cette réalité du cahier des charges et des arguments commerciaux qui prennent le pas sur toute ambition artistique.
Je précise tout de même deux choses. Oui, il y a des exceptions à ce postulat, avec le travail de par exemple James Gunn ou plus récemment Sam Raimi engagé par le MCU, et ce fameux MCU, ou MCU, ou appelez-le comme vous voulez, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je l'ai choisi parce qu'il représente très bien cette réalité, mais je suis pas là pour taper sur les fans de Marvel, hein, ne le prenez pas pour vous. Puis bon, tant qu'à faire, abonne-toi, laisse un pouce bleu, machin, on est ensemble, toi-même tu sais. Et la première chose à faire pour Eggers, c'était donner corps à l'univers qu'il voulait mettre en place. Loin des fonds verts marvéliens, et malgré les problèmes de planning causés par ce satané Covid qui les forcèrent à reporter le tournage, à changer certains lieux et leur fit même perdre des comédiens, ils s'accaparèrent des coins d'Irlande, de Royaume-Uni et d'Islande pour construire des tas de décors. Ici, les bouts de village montrés ont vraiment été montés. Même les bateaux, ceux que l'on nomme parfois à tort des dracars, ont été réellement construits pour les besoins de The Northman. Mieux encore, tous les accessoires, costumes ou autres ont été fabriqués en se basant sur de véritables objets amenés sur le tournage comme modèle. Le meilleur exemple étant l'épée dont l'équipe disposait, véritable arme d'époque sur laquelle ils se basèrent pour concevoir les fausses lames pour leurs personnages. Du propre aveu de Willem Dafoe, chaque réplique conçue pour The Northman peut désormais être exposée en musée, tant chaque détail est rigoureusement exact et correspond à l'époque d'origine pour laquelle tout a été pensé. Pour arriver à un tel résultat, bien entendu, Eggers s'est entouré de tout un tas de spécialistes des Vikings. Et même pour les comédiens, c'est très différent de jouer dans des décors physiques ou naturels, qui sont déjà quasiment identiques à ce que le spectateur verra dans le rendu final du film, que de jouer au milieu des fonds verts dans un studio à Hollywood. D'autant que ce qui leur était demandé sur le tournage de The Northman n'était pas toujours des plus évidents à réaliser, notamment pour les scènes d'action. Pendant tout le tournage, une seule caméra a été utilisée pour tourner chaque scène, et les scènes de combat notamment furent souvent tournées en plan séquence, ou du moins toujours tournées en long plan. Autant dire qu'ici, pas de droit à l'erreur dans les chorégraphies ou au niveau du placement des comédiens, du chemin qu'ils doivent parcourir. Tout est chronométré, tout doit être précis, sinon le plan est complètement à jeter, car pas question de le rattraper au montage et il n'y a pas d'autre angle pour venir masquer d'éventuelles erreurs. Cela nous donne des scènes d'action aux antipodes de celles proposées par la majorité des grosses productions hollywoodiennes de ces dernières années. Ici, elles sont ultra épurées, paquetées toutes les 2 secondes et, au miracle, chaque plan dure plus de 5 secondes. Nous avons donc droit à des combats faciles à comprendre, mais encore plus impressionnants, pour lesquels la mise en scène et les compositions de plans reprennent une importance primordiale, contrairement aux scènes dont je me moque un petit peu, qui envoient tellement d'informations à la seconde que ça masque souvent des grossièretés ou un certain manque d'ingéniosité. Car oui, que ce soit lors des scènes d'action ou durant tout le reste du film d'ailleurs, le grand challenge d'Eggers était de proposer des plans assez explicites pour que le spectateur puisse comprendre un certain nombre d'informations juste en le regardant. La disposition des personnages durant les scènes de dialogue, leur emplacement à chacun par rapport à leurs interlocuteurs par exemple, ou alors les mouvements de caméra et notamment les nombreux et lents travelling auxquels nous aurons droit durant tout le film. Tout ça a un sens. Aucun mouvement, aucune disposition n'est anodin, n'est laissé au hasard. Et encore une fois, cela nous change de ces mises en scène stériles qui ne cherchent qu'à nous présenter les événements successifs d'une histoire pour qu'on puisse la comprendre, sans réflexion ni signification particulière. Et c'est fou de s'émerveiller d'éléments qui coulent de source, normalement, mais que certains gros studios semblent trouver accessoires. Et autre différence notable, l'ambiance sonore de The Northman, à laquelle a été attribué un soin tout particulier. Durant les combats, chaque impact, chaque râle de douleur, cri de souffrance, grognement d'effort, tout est particulièrement travaillé pour aider le spectateur à vivre la bataille le plus possible. On ressent bien les coups, grâce à la chorégraphie dont nous avons déjà parlé, mais également grâce à ses effets sonores convaincants. Et donc, dans le film, il y a aussi plusieurs rituels qui nous sont présentés, lors desquels percussions tribales et chants gutturaux aident également à nous mettre dans l'atmosphère. Et des techniques vocales particulières ont dû être employées et enseignées aux comédiens pour donner un tel effet. Bien entendu, cela rejoint la bande originale du film qui, comme pour les précédentes œuvres de Eggers, rend magnifiquement justice à la mythologie proposée par le long métrage et prolonge cette ambiance très nordique. Et ça, c'est évidemment important puisque c'est ce que Eggers a toujours cherché à faire avec son cinéma. Explorer des mythologies, des histoires du passé qui font partie de l'histoire avec un grand H de l'humanité, elle aussi avec un grand H. Dans une démarche qui n'est pas sans nous rappeler celle de Werner Herzog avec son Nosferatu, par exemple. Et quand on sait que le prochain film de Eggers sera une nouvelle version de Nosferatu, tout cela semble prendre encore plus de sens. Bref, The Northman, c'est un blockbuster. Certes, au même titre que n'importe quelle production Disney. Mais la grande différence, l'ultime différence même, c'est que ça reste avant tout un film d'auteur.
traversé par les obsessions du cinéaste, dans lequel on retrouve ses habitudes artistiques et les gens avec qui il aime travailler. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec toutes ces évidences, mais force est de constater que The Northman est le genre d'œuvre qu'il faut aller soutenir en salle pour espérer avoir la chance de retrouver cette qualité un petit peu plus souvent. Ce film est la suite logique des transmissions de légendes et d'histoires que l'humanité opère depuis ses tout débuts. Ce qui était autrefois un mythe qu'on se racontait oralement, puis transcrit par écrit, puis transformé pour être transposé au théâtre, puis au cinéma à de nombreuses reprises, de plus en plus différent de ce qu'était l'histoire originale. Là, nous revenons plus ou moins au mythe originel de Hamlet, même si bien sûr, Eggers a pris quelques libertés. Exit les lions, retour aux Vikings, et c'est un authentique voyage dans le passé auquel nous avons droit, sans jugement ni prise de position quant à leur comportement, leurs croyances, la vie qu'ils mènent. Car oui, le film est loin de tout manichéisme, puisque même le chemin de vengeance de notre personnage principal se verra troublé, quand il sera confronté à la réalité de la situation, celle de sa mère, de son défunt père et de son oncle bourreau. La réalité est en fait plus complexe que celle qu'il s'est racontée durant toutes ces années pour alimenter le feu de la vengeance qui brûlait son cœur, son ultime moteur. Et il devra donc faire un choix, qui ne fera que confirmer que définitivement, il n'est pas le héros parfait que l'on pourrait croire au début du film. Chacune de ses actions amène la peine, la souffrance. Mais cela ne l'empêchera pas d'aller au bout de ses projets. Mieux encore, la mythologie dans laquelle nous voyageons avec le film, c'est celle à laquelle nos personnages croient. Peu importe que nous, spectateurs, n'y croyons pas. Nous comprenons que la philosophie de ces Vikings est celle qui dicte leurs choix, leurs décisions, et c'est traité avec suffisamment de respect pour que ça nous paraisse tout à fait logique, même si nous n'y connaissons rien. Et que dire des images que cela donne? La vision onirique de cette Valkyrie qui chevauche dans le ciel, cette vision fugace de l'arbre de la lignée royale, comme un reflet d'Yggdrasil, ces différents rituels qui en appellent aux dieux nordiques, si souvent ridiculisés dans d'autres blockbusters récents que je ne nommerai pas. Et puis, ce casting 5 étoiles, comme dans n'importe quelle autre grosse production américaine, mais qui a un sens, qui ne se contente pas d'accumuler les stars comme autant d'arguments de vente. Quasiment que des comédiens avec lesquels Eggers a déjà travaillé, ou alors qui ont déjà bossé ensemble sur d'autres productions. Un groupe de professionnels qui se connaissent entre eux, ce qui aide bien entendu beaucoup lors de ce genre de tournage, pas forcément évident, et avec les conditions météorologiques par exemple des endroits où ils se trouvaient. Et c'est pareil pour l'équipe technique, avec entre autres le toujours aussi impressionnant Jarin Blaschke, le directeur photo qui accompagne Eggers sur chacun de ses tournages et sans qui le cinéma de Robert Eggers ne serait plus le même. Bref, allez voir The Northman, car il y a peu de chances que ce soit un énorme succès au box-office. Et pour vous donner envie, voici la description qu'en fait son réalisateur, très adéquate selon moi. The Northman, c'est un mélange entre Andrei Roublev de Tarkovsky et Conan le Barbare. Si avec ça, vous n'avez toujours pas envie d'aller le découvrir... Bref, c'est la fin de cette petite critique glauque, qui est autant un petit coup de gueule déguisé contre l'état des blockbusters actuels qu'une déclaration d'amour à The Northman et à Robert Eggers, et j'espère que j'aurai su vous transmettre une partie de mon admiration. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un peu plus ordinaire, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.